cette crise, vous l'avez dit, elle a aussi mis en lumière un certain rapport à l'État et aux libertés. Parce qu'en vous référant à les républiques romaines, vous expliquez notamment et d'ailleurs c'est un peu un paradoxe, qu'en même temps que la situation s'effondre et se crispe, le pouvoir devient de plus en plus autoritaire. Mais finalement, on l'a vu pendant cette crise qu'en fait, les gens étaient et sont d'ailleurs toujours en demande d'autorité, de contrôle et de sécurité sanitaire, on l'a vu. Oui, 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 absolument, absolument. On voit très bien qu'il y a quand même une partie non négligeable de la population qui accueille ces mesures avec un certain enthousiasme. Bon, il y a différentes raisons à cela. Il y a, je crois, d'un côté, les suites comment peut-on formuler ça, de la déchristianisation de notre société qui devient de plus en plus matérialiste, athée, hédoniste, individualiste, etc. Et donc, d'autres générations, il y a quelques centaines d'années, se battaient pour des choses supérieures à leur propre vie. Leur existence était certes importante, mais il y avait d'autres valeurs. Il y avait la survie de sa propre famille, il y avait l'idéal d'une certaine religion ou confession, il y avait l'existence de la société, de l'État, de la chrétienté, etc. Donc, on était prêt à se battre pour des idéaux supérieurs à sa propre petite vie. Aujourd'hui, tout ça a été détruit volontairement. D'ailleurs, l'Union européenne ne fait rien d'autre systématiquement que de détruire toutes les autres, toutes les autres identités collectives de peur qu'il y a là des noyaux, disons, de résistance à ce nouvel ordre qui se prépare. Donc, voilà, les gens n'ont plus rien d'autre à craindre, ou en tout cas leur préoccupation personnelle principale, c'est leur survie personnelle, et donc forcément d'être confrontés à un virus soi-disant dangereux, pour eux, ça légitime tout. Et donc, même si ça veut dire que plus personne ne peut aller dans les rues, ou que les personnes qui ne soient pas vaccinées sont enfermées chez eux, ou que les prochaines générations vont être hypothéquées à la fois financièrement et moralement, et aussi par la défaillance du système scolaire, au fond, ça ne les intéresse pas trop, parce qu'ils pensent à leur existence, vu qu'ils n'ont pas d'accès à la transcendance, et sont prêts à sacrifier tout le reste. Donc ça, c'est certainement une explication. Une autre explication aussi pour l'acceptation de ces mesures autoritaires, c'est que voilà, vous connaissez évidemment le vieil adage romain, hein, divide et impera, hein, pour régner et divisant, pour ainsi dire, ou diviser et régner. Et là, c'est très clairement ce qui est en train de se passer. On a une séparation voulue par l'élite, dans la plupart des pays d'ailleurs, de la population, en une partie qui obéit, si on veut, et qui est récompensée du fait de recevoir ce qui est de toute façon sienne, c'est-à-dire ses droits fondamentaux, mais qui quelque part sont encore contents de recevoir ce qu'ils n'auraient jamais dû abandonner, et des autres qui sont représentés comme des opposants, comme des gens qui mettent en péril la santé publique, etc., qui sont grosso modo les méchants. Et malheureusement, on voit bien qu'au lieu d'avoir une cohésion, une solidarité entre, par exemple, les vaccinés et les non-vaccinés, hein, où les vaccinés pourraient très bien dire, OK, c'est mon choix, je me fais vacciner, mais c'est pas pour ça que les non-vaccinés doivent être enfermés chez eux ou doivent perdre leur boulot. Eh bien là, on a vraiment plutôt les vils instincts que nous avons tous, malheureusement, comme êtres humains, de voir, ceux-là, oui, ils n'ont pas fait leur boulot, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas obéi, ben voilà, ils sont punis alors qu'ils assument, quand un genre de mesquinerie, de méchanceté qui sort, qui est lié alors forcément aussi à tout un débat politique, parce que même s'il y a des exceptions, certainement, on voit quand même que en général, les personnes qu'on pourrait appeler plutôt politiquement correctes ou bien pensants ou globalistes, mondialistes ou quoi que ce soit, sont quand même beaucoup plus enclins à se faire vacciner que les traditionalistes, les conservateurs qui, eux, ont une certaine réticence. Et donc, on voit évidemment très bien un certain plaisir du parti, de l'idéologie au pouvoir, de pouvoir ainsi réprimer les autres. Et ce n'est pas sans rappeler, malheureusement, je l'ai écrit plusieurs fois, des mécanismes très connus dans tous les États totalitaires ou autoritaires en tout cas, c'est-à-dire que la population dans son ensemble n'est pas seulement population de martyrs qui souffrent le méchant dictateur,
mais qu'il y a des collaborateurs, qu'il y a des opportunistes, qu'il y a des gens qui profitent de ce système-là, qui sont contents de dénoncer les autres, qui sont contents, c'est eux, c'est pas moi, et qui quelque part tirent un certain plaisir, si on veut, de cette situation-là, et qui ainsi renforce le système, le rendent possible, et qui en même temps crée aussi une certaine complicité avec le mal, avec les crimes. Et ça, c'est très bien connu dans les recherches sur le totalitarisme, c'est que justement, les régimes totalitaires n'oppriment pas seulement les masses, mais les corrompent dans le sens que il y a beaucoup de gens qui le savent ou non, qui le sachent ou non, quelque part collaborent activement ou inactivement, et alors moralement perdent devant leurs propres yeux leur crédibilité. Ils savent qu'ils ont joué le jeu, qu'ils ont perdu pourrait-on dire, leur virginité morale quelque part, et ça rend très difficile pour eux de s'opposer à un tel régime parce qu'ils savent très bien, on y a collaboré quelque part, il y a des voisins, des listes, des textes, des dossiers qui savent que nous aussi, on a tiré un certain bénéfice, on l'a bien montré aux autres. Donc, si maintenant le régime change, on saura aussi que nous, on a collaboré. Et donc, personne ne se sent plus moralement apte à vraiment critiquer le système autoritaire parce qu'il en tire un certain bénéfice secondaire. Et je crains que c'est un peu ça qui est en train de se mettre en place et qui explique pourquoi ça va être très difficile de faire demi-tour, parce que beaucoup de gens sont allés beaucoup trop loin dans leur support à ce système-là pour pouvoir dire du jour au lendemain, ah non, je ne voulais pas dire ça, ah non, j'étais contre, parce que plus personne ne le croit. Et en effet, c'est ça. On a vu qu'il y avait une multitude de mécanismes psychologiques, c'est ça, en fait, où presque de. Moi, j'aime bien parler de ça, d'espèce de survie sociale, en fait, où vous l'avez dit tout à l'heure, tout à l'heure, avant, on mourait pour un idéal plus grand, plus fort. Aujourd'hui, comme on vit dans un confort moderne, et ben finalement, l'instinct de survie ne se situe pas, on va dire, à la survie physique, mais à la survie sociale, quoi. C'est un petit peu ça. Absolument, absolument, oui, oui, c'est tout à fait ça. Et justement, vous avez, je voulais en venir, pardon, en effet, vous l'aviez un petit peu évoqué, mais le rapport à la vie et à la mort est presque en fait à une espèce de vitalité, parce qu'on a vu que l'hygiénisme devient une espèce d'obstacle à la vie réelle ou biologique. Et on a vu par exemple des trucs qu'on ne pensait pas voir, enfin que moi je ne pense pas voir, par exemple des familles qui ont été empêchées d'enterrer leurs morts, ou alors la vie spirituelle qui a été mise en suspens. Par exemple, je me souviens, j'ai dû faire, bon, comme au moins un tiers des Français, j'ai relu La peste des Camus au premier confinement. Ils allaient encore à la messe. Oui, 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 absolument. C'est toute notre relation à la vie, mais aussi à la transcendance qui est en jeu hein, là actuellement par ces mesures-là. On l'a vu, même l'Église, c'est d'une certaine façon, c'est certainement vendu avec un pape qui incite les gens à se faire vacciner d'un produit qui reste douteux et où au fond l'Église n'est peut-être pas nécessairement vraiment l'agence pour juger du bien fondé ou non d'un produit médical. Là, on voit très bien aussi dans ce cadre-là que beaucoup d'églises sont fermées. Je veux dire, c'est l'essence même de la vie religieuse, de se dire qu'il y a quelque chose de plus important que la vie, qu'à partir du moment où on y croit, peu importe qu'on vive ou qu'on meure, mais on fait quelque part son devoir. Alors évidemment, je peux comprendre que pour des curés ou des pasteurs qui disent voilà, c'est un peu notre responsabilité, on croit que le Covid est dangereux, donc on fait telle et telle mesure, on ferme peut-être l'église à un certain moment. Je peux encore concevoir ça, mais que il y ait eu des mouvements comme des pasteurs ou des curés qui ont même refusé de voir des gens qui ne seraient pas vaccinés. Là, on est bien loin de tout ce qui était jadis l'idéal chrétien et de gens comme le père Damien qui allait chez les lépreux
pour les soigner, parce que pour lui, c'était le plus important, évidemment, d'être au service finalement des autres et d'espérer que sa foi allait soit lui permettre de survivre ou était assez forte, évidemment, pour assumer ses choix et pour rentrer dans l'au-delà, porté par cet amour qu'il vouait aux autres. On est très loin de ça, donc on voit vraiment que peu de choses qui restent finalement du christianisme sont en train de perdre de crédibilité grâce à ça. Et on voit, comme je disais aussi, je dirais toute la responsabilité par rapport aux générations futures qui est piétinée littéralement, qui est balayée, non seulement par le fait que là on a beaucoup d'élèves qui ont raté grosso modo une année de leur vie, au moins d'un point de vue scolaire ou universitaire, hein, par le confinement, mais aussi avec toutes les conséquences sur leur psyché, sur leur santé aussi, du port permanent du masque, des conséquences aussi du fait, comme en Allemagne, tous les élèves, je sais pas comment c'est en France, mais en tout cas en Allemagne, tous les élèves qui doivent se faire tester 2 fois par semaine dans leur nez, qui quand ils refusent ou quand les parents refusent sont ségrégés dans des classes parallèles comme étant potentiellement dangereux, avec cette publicité monstrueuse pour la vaccination des enfants, déjà à partir de 5 ans, comme dans certains pays, où on prend des risques sanitaires tout à fait immenses pour une soi-disant pandémie qui n'affecte vraiment que les plus anciens ou les personnes vraiment avec des comorbidités et surtout la plupart de personnes qui probablement n'auraient pas survécu à la grippe non plus. Or, jamais personne s'est fortement intéressé maintenant de l'impact de la vie de tous les jours sur la grippe. Donc là, on voit vraiment un genre de manque de responsabilité flagrante par rapport aux jeunes. Et puis on voit aussi, je dirais, les suites d'une pensée déjà pathologiquement à court terme d'accepter, que ce soit les médias, les politiques, la plupart des citoyens, d'accepter de se faire vacciner avec un produit dont on n'a au fond aucune idée quelles vont être les répercussions au long terme. Je ne parle même pas d'un point de vue génétique, mais rien que sur l'immunité, de savoir comment cette population, dont l'immunité est probablement très affectée par ce vaccin, va survivre au prochain hiver où on aura la grippe et toute une autre série de maladies qui vont de nouveau venir. Or, apparemment, ça n'a intéressé personne finalement. On pense qu'à des chiffres plus ou moins hypothétiques et abstraits de personnes qui auraient le Covid, même sans avoir quoi que ce soit comme symptôme. Et pour baisser quelque part ces chiffres-là, on accepte un vaccin dont on sait bien que quelques mois plus tard, il y a peut-être pas mal justement de vieilles personnes qui vont précisément faire le frais de leur immunité diminuer. Mais tout ça, visiblement, n'intéresse grosso modo personne et montre évidemment aussi ce problème de responsabilité aux générations futures, cette responsabilité par rapport à une pensée au long terme, par rapport à son corps, etc. Donc c'est extrêmement angoissant que quelque chose de ce style-là ait pu se passer. Et autant que moi je dilette, si on veut, un peu par les parallélismes culturels dans certaines comment dire, pas nécessairement prédictions, mais en tout cas certaines prévisions d'événements futurs sur base d'analogie avec le passé. Mais même moi, je veux dire, il y a 2 ans, si on m'avait dit ce qui allait se passer au niveau du Covid, j'aurais rigolé au nez aux personnes qui m'auraient raconté en disant, mais non, on n'est quand même pas encore dans un tel état de décadence politique et culturelle et sociale, et économique que une grande partie de la population se laissera faire. Mais visiblement, c'est ce qui s'est passé. C'est presque un cauchemar quotidien de se réveiller et de se dire, c'est pas possible, la situation actuelle. Et on voit difficilement comment les élites actuelles, après s'être tellement engagées dans ce combat-là, puissent jamais en sortir et faire ce que des gouvernements sensés ont fait, comme au Danemark, comme en Norvège, comme bizarrement d'ailleurs en Suède, c'est-à-dire de déclarer cette pandémie terminée et de revenir au statu quo normal. Je vois difficilement cela se passer en France ou en Allemagne après toutes les mesures qu'on a eues. Et justement, moi, il y a un truc comment dire, qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous faites parfois un petit peu pour vous amuser une espèce d'uchronie en vous disant, par exemple, s'il y avait eu
par exemple, prenons un personnage à l'époque, enfin, une époque où, on va dire, la France était une sorte d'apogée. Par exemple, Napoléon, comment est-ce que Napoléon aurait géré, par exemple, cette histoire de Covid? Est-ce qu'il aurait été, parce qu'on peut se dire, voilà, c'est un personnage autoritaire, une figure d'État forte, un petit peu, voilà. Comment est-ce qu'il aurait géré une situation pareille? Est-ce qu'on peut se dire, si je me fais un petit peu l'avocat du diable, on pourrait se dire, bah, Emmanuel Macron ou d'autres d'ailleurs ont pris leur part, ont protégé le citoyen, quoi. Ils ont fait le rôle de l'État. Oui, ben, je crois qu'il y a deux choses. Il y a évidemment d'un côté des hommes politiques performants, autoritaires ou doués ou autre chose. Il y a de l'autre côté la population qui les rend possibles, si on veut, et qui sont en interaction avec eux. Ce qui est donc finalement, je dirais que chaque pays, malheureusement, a le gouvernement qui mérite. Ce qui, pour la France, en dit malheureusement long. Pas sur Macron, mais sur la France, malheureusement, en tout cas sur une partie des Français. Bon, évidemment, on sait bien que au niveau de la participation électorale et tout ça, on est loin d'être d'un président ou d'un système approuvé par la majorité de la population, mais en tout cas rendu possible par cette population. Et donc, ici en Pologne, d'ailleurs, on le voit très fortement, le gouvernement polonais est très à l'écoute de la population. On voit bien qu'il y a souvent des projets de loi, c'est un peu discuté, et puis on voit quelles sont les réactions par les médias, par des manifestations, et puis on voit très vite parfois certaines choses retirées parce qu'on est dans un genre de recherche d'équilibre. Et donc, même les mesures autoritaires covidiennes, elles ont été rendues possibles par le fait qu'il n'y a pas eu de grande résistance aussi, quelque part. Donc, l'homme politique, et surtout les hommes politiques de nos jours, qui ne sont pas des idéalistes, mais qui sont des opportunistes, grosso modo, à la recherche d'agrandir leur pouvoir, et dont il y a très peu qui, comme il y a peut-être encore une centaine d'années, poursuivaient quelque chose d'un peu plus élevé que leur propre ego, leur propre narcissisme pour les 4 ou 5 ans à venir. Eh bien, bouge aussi un peu comme dans un genre de vacuum, essaye de remplir un espace, et quand il n'y a pas de limite, quand on voit que tout est mou, que les gens avalent finalement, applaudissent, ne réagissent pas, se laissent faire, eh bien, ça s'étend de plus en plus jusqu'au point d'en arriver à ça. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut pas seulement un homme politique, ce qu'il faut, c'est aussi une population qui soit s'y refuse ou qui est de ce côté-là. Évidemment, ce qu'on voit quand même, c'est que ces mesures covidiennes, même si c'est d'un point de vue assez divers, trouvent des réactions, enfin, sont assez similaires dans tous les pays. Donc, on voit bien qu'en Russie, en Chine, partiellement en Inde, on a quand même, surtout, donc je dirais dans des États comme la Russie ou comme la Chine, qui sont des États, disons, plutôt autoritaires, qu'on est quand même dans un discours relativement similaire, sécuritaire, covidien, qu'on connaît ici. Bon, en Russie, on est beaucoup moins loin qu'en France, mais des États ou des grands États qui se refuseraient à cette peur de la pandémie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu le Brésil, forcément, avec Bolsonaro. Il y a eu partiellement les États-Unis sous Trump, qui étaient moins, disons, dans la folie actuelle sécuritaire, sanitaire que sous Biden. Mais grosso modo, la plupart des États ont eu une réaction assez similaire parce que, faut-il dire, le Covid leur donne aussi des possibilités assez inouïes de profiter de certaines situations pour affermir leur pouvoir. Et c'est ce que la plupart des hommes politiques, malheureusement, font. Quand on leur donne les possibilités d'agrandir leur pouvoir, ils les prennent quelque part. Il y en a peu qui ont le courage ou la moralité de dire non, justement, cette tentation-là, je la refuse, c'est bon. Il y a peu d'États qui font ça, la plupart se disent chouette, on peut enfermer les gens chez eux, ils obéissent, on peut faire passer toute une série de lois, on peut agrandir les pouvoirs de l'exécutif, du gouvernement, on peut influencer forcément les élections, par des élections par correspondance, par le fait d'interdire des manifestations, etc. En Allemagne, exemple assez horrible, c'est que toutes les personnes qui critiqueraient d'une manière fondamentale les mesures du gouvernement actuellement peuvent être fichées et poursuivies par cette agence qui s'appelle
qui s'appelle Verfassungsschutz, donc la protection de la Constitution, qui est un genre de service secret intérieur, l'Allemagne étant le seul pays qui a cette institution-là, mise sur pied après le nazisme, justement pour éviter qu'un nouvel État totalitaire puisse émerger. Et en fait, cet organisme aujourd'hui, si on le veut tourner sens dessus, dessous presque, et aujourd'hui est donc légalement utilisé pour espionner, interdire, contrôler, poursuivre tout organisme, toute association, toute personne qui, par son opposition aux mesures covidiennes, mettrait en péril l'État. Et donc la justification principale, ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est de la Delegitimierung des Staates, donc de délégitimer l'État. Il faut imaginer que le fait de délégitimer l'État, ce qui est quand même un peu le but finalement de tout opposant dans une démocratie vivante, est désormais rendu passible d'être poursuivi potentiellement par les services secrets. C'est à ça que nous en sommes arrivés, malheureusement. Et alors enfin, justement pour conclure, on va essayer d'apporter, on l'espère peut-être une petite note d'optimisme, on espère. En fait, selon vous, comment est-ce que, enfin, où peut-on trouver le salut dans une telle conjoncture? Est-ce que c'est par exemple dans le politique en essayant de restaurer cet état décadent, ou alors au contraire plutôt se tourner vers l'individu et vers presque un esprit un petit peu libertarien? Je ne sais pas, voilà, ce que vous en pensez personnellement. Question très difficile parce que finalement, elle dépend aussi du courage de chacun et c'est évident que quelqu'un qui a la responsabilité d'une famille ou de personnes âgées ou un certain travail dont dépend sa survie va réagir différemment de quelqu'un qui n'est pas lié et qui a une certaine indépendance financière. C'est évidemment plus facile d'être un résistant quand on n'a pas besoin de travailler, quand on vit seul quelque part dans la forêt, que si on est en plein milieu d'une société et qu'on est obligé par mille petits filants de devoir garder un certain équilibre. Mais je dirais, il y a en gros, il y a différents moyens. D'abord, il y a forcément la voie politique. Donc, donner sa voix aux personnes qui critiqueraient les mesures covidiennes, être présent lors des manifestations, oser se manifester soi-même dans les médias sociaux, dans la rue, dans les journaux, sur les chaînes radio, etc., pour justement ne pas se laisser faire. Et c'est précisément peut-être le fait de savoir que ça ne servirait à rien qui doit nous motiver à continuer et à être présent. Et même si on sait que ça ne servira absolument à rien, il faut quelque part montrer, non, il y a des résistants et chaque personne qui écrit peut-être un truc un peu sceptique sur Facebook, sur Twitter, autre chose, avant évidemment de faire clôturer son compte, va quand même peut-être en inspirer 5 ou 10 autres ou au moins leur montrera qu'ils ne sont pas seuls. Donc, je dirais, d'un côté, un certain activisme, je dirais. D'un autre côté, je crois qu'il y a le volet de la dignité personnelle. Je connais beaucoup de personnes, même dans les rangs des conservateurs, qui se disent, oui, je suis contre le vaccin, mais bon, finalement, je me suis fait vacciner parce que je sers plus à la communauté en restant en plein milieu de tout, en pouvant aller dans les restaurants, voir mon travail, que si je me retire, etc. Bon, on peut comprendre ça, évidemment, individuellement, mais de fait, je vois que la plupart des personnes qui, quelque part, succombent et qui rentrent dans le moule, qui bravement prennent leur certificat de vaccin et ce genre de choses-là, généralement, ils ne rentrent plus dans le discours. Ils ont mauvaise conscience devant eux-mêmes. Ils me le disent d'ailleurs très souvent, qu'ils se sentent sales, quelque part par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qu'ils le regrettent, qu'ils disent, oui, si c'était à refaire, je ne me referais plus. Et donc, là, je dirais qu'avant maintenant de coopérer, collaborer dans ce sens-là, il vaut peut-être mieux y réfléchir 3-4 fois avant vraiment de se le reprocher plus tard et et de perdre son estime de soi, parce qu'une fois qu'on a perdu son estime de soi, on ne se sent plus non plus permis devant son propre œil moral de manifester et de se manifester personnellement, parce qu'on se dit, bon, mais je l'ai pas vraiment fait moi-même, donc est-ce que je suis encore crédible, est-ce que j'ai le droit de dire ceci ou cela, est-ce que je suis mieux que les autres? Donc les gens qui sont dans ce genre de cycle moral infernal et qui ne rentrent plus vraiment dans une vraie lutte.
Et puis, il y a la troisième variante importante, c'est d'essayer d'organiser sa vie en dehors. Bon, si on peut plus aller dans les restaurants, ben voilà, on va pas dépenser 30 euros pour aller dans une pizzeria, manger une pizza à 10, hein, c'est clair. Et la réponse, c'est pas se faire vacciner juste pour boire un verre entre amis, mais de se dire, OK, des amis qui sont prêts à ne pas vouloir avoir affaire avec moi sans ces règles-là, c'est plus mes amis finalement, donc je m'en fais des autres. Et je construis alors, jeu virtuel, hein, construis alors une vie en parallèle qui se passe selon des autres règles, à la maison, en village, avec des autres personnes, qui construiraient des réseaux avec d'autres, par exemple restaurateurs, résistants ou entrepreneurs ou autre chose. Idem aussi pour le système scolaire. Pour le moment, en tout cas en France, ben, il y a encore le droit de pouvoir faire l'éducation à domicile et il faut savoir que il y a beaucoup d'autres personnes qui pensent comme ça et c'est tout à fait possible de construire des réseaux et même avec des écoles hors contrat, de former un système ou de rejoindre un système de formation qui serait tout à fait, disons, capable de produire des résultats analogues à l'école. Et bon, même si on perd son boulot d'un côté, d'un autre côté, c'est une question, pour combien est-ce qu'on est prêt à vendre son âme, je dirais presque au diable, mais en tout cas à quelque chose qui est moralement, politiquement répréhensible. Parce qu'il faut savoir que ce qui se passe actuellement, avec ces mesures et surtout avec tout le cadre idéologique transhumaniste, multiculturaliste, mondialiste, etc., dans lequel ça introduit, est de plus en plus pas seulement un choix politique comme un autre, mais quelque chose qui est moralement, métaphysiquement répréhensible, qui est mauvais d'un point de vue purement moral. Donc c'est de plus en plus une lutte non pas entre je suis plutôt pour que contre tel et tel choix politique, mais de plus en plus, j'ose le dire, un combat du bien contre le mal, d'un point de vue purement moral. Et là, je trouve que une fois que la situation est arrivée à un tel extrême, et très bientôt, on va vraiment être dans ce type d'extrême, si ça continue en tout cas, que ce choix-là, pour moi, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est-à-dire se battre aux côtés du bien. Et voilà, s'il y a des répercussions sur la vie familiale, professionnelle, sociale, politique, soit quelque part. Soit il faut assumer, on n'est pas les seuls, il faut en parler autour de soi, il faut se réunir avec d'autres personnes et c'est justement parce qu'il y a assez de personnes qui seraient prêtes à désobéir, à former une société parallèle, à affronter l'État et à ne pas accepter justement cela, qu'on met aussi des limites à cet état-là et que peut-être on pourrait éviter le pire si on agit rapidement, si on agit maintenant. Il y a peut-être encore une chance de mettre une telle pression que voilà, l'État cherchera, et surtout l'élite actuelle, cherchera peut-être à désamorcer un peu toute cette situation-là et à revenir un peu en arrière vers la normalité. Mais ça n'ira pas sans une action individuelle forte. Surtout, évidemment, dans des pays comme la France ou en Allemagne, où ça devient vraiment extrême. D'autres pays, évidemment, sont déjà au-delà de ça. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.